Hello, c'est Easy2Science. Aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce que la notation Big O. Alors, vous l'aurez compris, lorsque vous faites de la programmation, vous utilisez des machines différentes avec des capacités différentes. Alors, le code va s'exécuter beaucoup plus vite d'une machine à une autre. Même avec le même code, vous pouvez avoir un temps d'exécution différent en fonction des performances de votre machine. Alors, comment on peut se baser et comment on peut étudier la complexité d'un algorithme qui sera potentiellement utilisé par plusieurs autres machines sans prendre en compte automatiquement les performances des machines. C'est ce principe que nous allons comprendre qui s'appelle la notation Big O. Alors, vous pouvez le voir sur le graphe ci-dessus, les fonctions qui seront et qui représentent des algorithmes que vous avez écrites. Par exemple, nous avons des fonctions polynomiales qui représentent l'évolution de votre algorithme en fonction du nombre d'entrées que vous aurez. Il y a des fonctions linéaires et des fonctions qui sont constantes. Il y a d'autres types de fonctions. Mais nous allons nous attarder sur ces fonctions de base pour comprendre comment marche la notation O. Alors, le principe premier, c'est keep the fastest growing term. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que lorsque on représente la logique de votre algorithme sous forme d'une fonction, on garde le thème qui va évoluer le plus vite. Pourquoi? C'est pour faciliter beaucoup plus l'analyse un peu plus tard. On prend l'exemple ci-dessus. Nous avons une fonction polynomiale de degré 2. On sait que si le nombre d'entrées évolue énormément, c'est-à-dire si on a n égale à 10 000 ou 100 000, n au carré va être nettement supérieur à n, donc n devient négligeable par rapport à n au carré. Donc, on n'a plus besoin de garder ce thème puisqu'on veut regarder comment votre code va évoluer dans le temps. Donc, on va garder les thèmes qui évoluent le plus vite, c'est-à-dire le n à la puissance 2. On prend le même cas pour les fonctions affines, pour les fonctions constantes. OK. Let's go. Donc, voici un code que vous pouvez utiliser pour pouvoir mesurer le temps de calcul d'une petite fonction que nous avons écrite ensemble qui s'appelle la fonction parcours. Alors, pour information, les codes que nous avons écrits se feront uniquement en Python. Donc, juste si vous avez des bases basiques en Python, ça sera beaucoup plus simple pour vous de comprendre. Mais vous pouvez aussi comprendre ce principe avec d'autres langages. Mais pour cette vidéo, nous allons utiliser le langage Python. Alors, premièrement, nous allons importer ce qu'on appelle la librairie time pour pouvoir avoir le temps. Et on va utiliser la fonction time de time, tout simplement, et une fonction parcours qui tout simplement prend une variable qui est initialisée à 0. Et nous allons faire une boucle avec le nombre n que nous prenons en paramètres, tout simplement. Donc, si je prends un parcours de 5000, je vais faire 5000 pas. Et donc, en mettant à la première variable start time égale time dont le temps est initialisé et end time, je vais voir en combien de secondes est-ce que mon code va être exécuté. Voici pourquoi on appelle la fonction print pour afficher le temps de calcul, tout simplement. Deuxièmement, on va voir en début c'est quoi la fonction constante et comment elle est représentée dans un code. Donc, on va prendre un exemple tout simple. On prend un tableau qu'on va initialiser avec les variables de -7, 22, 34 et 5. Alors, avec la fonction qui s'appelle inutile. Inutile, pourquoi? Parce que la fonction ne va pas faire un calcul exceptionnel, mais tout simplement avoir une variable qu'on va initialiser et qu'on va retourner la variable. Donc, vous voyez que la fonction va ne fait rien. Donc, qu'est-ce qu'on a? L'instruction, on a une instruction, ça, dans la note O1, pour une seule instruction. Return sum, tout simplement une instruction. Et on va maintenant représenter ça. Donc, peu importe la taille du tableau qui sera en paramètre, le nombre d'instructions restera constante. Donc, même si on donne un tableau à 1000 éléments, 10 000 éléments, on aura toujours le même retour qui sera 0. Donc, on peut voir comment le temps de calcul se fait. Donc, on va faire O1 plus O1, parce que c'est deux instructions. Ça donne C1, C2 et qui est égal à C3. Et on garde le terme constant, ou O1. Donc, on va dire que cette fonction, le temps de calcul, ça sera metté en notation O1, tout simplement. Donc, O1 peut dire que c'est constant. Alors, deuxième cas de figure, on va prendre une fonction affine, n'est-ce pas? Fonction cool. Donc, la fonction affine, c'est que sur la forme ax plus b. Donc, ici, nous allons juste prendre la notation anb parce que n est généralement utilisé comme le paramètre. Donc, c'est juste symbolique. Donc, le x est remplacé juste par l. Alors, on va écrire une fonction qui va refléter l'évolution de la fonction affine. Et pour ceci, on va appeler la fonction somme.
qu'est-ce que va faire la fonction somme? La fonction somme va prendre un ROI, n'est-ce pas, en entrée. Elle va faire la somme des différents éléments de ce ROI. Donc, je vous rappelle qu'une instruction est notée par O1. Donc, on va prendre le cas ici et on va comprendre comment ça marche. Let's go! Ensuite, nous avons des fonctions qui vont prendre la première ligne, va juste initialiser la somme à 0. Puis, nous allons faire une boucle pour parcourir le nombre d'éléments de la table. Nous allons faire une addition pour chaque élément. Et on va retourner la somme du tableau. Donc, vous allez comprendre qu'avec cette fonction, plus le tableau augmente, plus le nombre d'instructions augmente, ce qui est normal, n'est-ce pas? Donc, on va matérialiser ça ici pour voir le temps de calcul. Let's go. On a O1 plus L fois OA. O1, pourquoi N étant le nombre d'éléments du tableau, c'est-à-dire la taille du tableau. Puisque nous aurons, si nous avons 3 éléments, nous allons sommer 3 éléments. Nous allons faire la somme 3 fois. Donc L fois O1 plus O1 pour le print, tout simplement. Et ça nous donne C4 plus C3N. Donc on peut matérialiser par AL plus B. Et on garde le terme qui évolue le plus vite. Donc si on normale le N, n'est-ce pas, on aura le N qui va être nettement supérieur. Donc on va juste garder le N et la notation se fera ON. Tout simplement pour dire que c'est des fonctions affines. Tout simplement, je pense que vous avez compris déjà cette partie. Donc la partie polynomiale sera beaucoup plus simple, n'est-ce pas? Alors on y va. Donc vous voyez très bien, on garde toujours la même fonctionnalité. Keep the fastest growing time. On garde le thème qui évolue le plus vite. Et on supprime la constante. Très important, supprime la constante. Let's go. Ensuite, nous avons la fonction quadratique, tout simplement. La fonction polynomiale de degré 2. Donc c'est écrit sur la forme ax carré plus bx plus c. Dans notre cas, comme je l'ai dit, symboliquement, on va noter le x par n. Donc ça fait a n carré plus bn plus c. Alors, comment on peut matérialiser ça? Vous l'aurez compris, on va utiliser un tableau à 2 dimensions. Donc, on a un tableau à 2 dimensions que nous allons initialiser, tout simplement. Donc, 2, moins 7, 22, etc., etc. Et nous allons faire la somme des éléments du tableau à 2 dimensions. Donc, nous allons faire une boucle dans une boucle. N'est-ce pas? Alors, comment on peut déjà comprendre comment ça marche? Donc, on verra que on va faire les parcours d'abord. Pour la première ligne, on va parcourir le nombre de colonnes, puis la deuxième ligne, puis la troisième ligne, puis etc. Donc, premier cas, qu'est-ce qu'on fait? On va dire for i in range, len AR, len c'est la taille du tableau. Len, on va la taille du tableau. On va prendre j de i in range, len, encore la taille du tableau. Tout simplement, nous allons faire la somme de tous les éléments. N'est-ce pas? J, parce que c'est les mêmes éléments du tableau. Donc, on peut faire juste ça pour que ça passe. Ok. Donc, on aura J. J va commencer par 2. Donc, on aura 2 plus moins 7 plus 22. Puis, pour le deuxième élément, parce que n'oubliez pas que c'est par élément. Donc, si vous avez un tableau à 2 dimensions, c'est un cas très spécifique que je dois spécifier. Si vous utilisez len pour un tableau à 2 dimensions, il va donner le nombre d'éléments du tableau. Le nombre d'éléments. Ici, c'est un tableau à 2 dimensions et il a 3 éléments. 3 éléments, c'est 3 lignes. Si c'était 4, len met 4 lignes. C'est pour ça qu'on a juste fait len AR. Donc, ce n'est pas les mêmes len AR. Hein. Attention. Parce que là, on a for i in range de len AR. Len AR, ce sera 3 éléments. Puis j in range de len AR, ça va être également 3 éléments. Donc, on va faire la somme de tous les éléments. Et vous savez très bien qu'une instruction se note par O1. Donc, on aura n, premièrement, n éléments. Et pour chaque élément, nous allons faire une boucle à l'intérieur. N'est-ce pas? Pour chaque élément, nous allons faire une boucle à l'intérieur. Donc, on aura n fois n instructions. Donc, ça fait n au carré. Pour avoir le nombre d'instructions, ça fait n au carré. Donc, on aura O1, première instruction, qui est tableau qu'on a initialisé, plus n au carré fois O1, n'est-ce pas, pour la somme. Puis O1 pour juste afficher un peu plus tard, pour le return sum. Et donc, ça me donne une fonction A. Si on remplace juste par des constantes qu'on va appeler C4 et C3, ça va nous donner C4 plus C3 de n au carré. Et n'oubliez pas que nous conservons le thème, le fastest growing term, c'est-à-dire le thème qui évolue le plus vite lorsque le n varie.
et ça donne le n au carré. Donc ON au carré, c'est une fonction quadratique. Donc voici un peu comment votre code va évoluer dans le temps. Voici comment on peut noter le code, tout simplement. Donc on va prendre un autre exemple, mais cette fois, on ne va pas juste garder nos constantes plus que n au carré. On va ajouter un n pour que vous puissiez comprendre comment ça marche. Et pour cela, il faut comprendre, nous avons au précédent écrit les deux fonctions somme et somme de deux dimensions. Donc, si vous avez oublié, rapidement, revenez en arrière pour comprendre comment la somme était calculée et tout simplement ça va marcher. Alors, on reprend le tableau et somme 0, on va envoyer le premier tableau, donc tableau des 0. Tableau des 0, ce sera 2 moins 7 et 22, où il va faire la somme. Puis nous allons faire la somme pour le tableau à deux dimensions. Donc vous l'aurez remarqué, on aura ON en termes de complexité et ON au carré en termes de complexité. Et ça va nous donner première constante O1 plus N au carré de O1, N au carré pour monter la complexité, plus N O1. Et ça va nous donner C4, C3, N au carré, plus un N. Je ne l'avais pas mis automatiquement. Donc vous aurez la forme AN au carré plus BN plus C. Rappelez-vous, on garde le terme qui évolue le plus vite. Pourquoi? Parce que si le N part dans des dimensions très grandes, par exemple 5000, 10 000, le N au carré va devenir très grand par rapport au N et ça va le rendre négligeable. Puis on supprime la constante et en complexité on a ON au carré. Ça veut dire que les deux fonctions précédentes, si on va les comparer, les deux algorithmes, on dira qu'elles ont la même complexité. Elles ont la même complexité. Let's go! Voilà. Donc, pour mieux comprendre ça, voici un exemple simple que j'ai eu à mettre. On va prendre un exemple. T égale N au carré plus 3N plus C. On va prendre un exemple. N égale 1000. Ça va me faire 5 millions plus 3000 plus 2. Vous voyez que 5 millions est nettement beaucoup plus grand que 3000. Donc 3000 devient négligeable devant 5 millions. Voilà. Donc la fonction N au carré croît plus vite que la fonction N dans la complexité. Pour les mathématiciens, vous pouvez utiliser les limites à N partant vers l'infini pour tout simplement trouver la solution. Alors, maintenant, passons à un exemple pratique sur comment la notation Big O nous permet de résoudre des solutions réelles. Donc, nous avons un tableau, moins 67, moins 7, 7, 12, 15, 45 et 88. Et nous recherchons le nombre 15. Comment faire? Les débutants vont tout simplement faire une boucle à répétition. Donc, trouver le nombre n, on fait for x in AR, if x égale à 15, alors print x et après tu arrêtes la boucle. Pourquoi? Ça, c'est pas la bonne pratique. Pourtant, ça marche, n'est-ce pas? Ça marche. Parce que si votre tableau est plus grand et qu'il prend par exemple 10 000 éléments et que le nombre que vous recherchez se trouve à la 9800e place, vous allez parcourir vous allez faire 9800 instructions avant de trouver la bonne réponse. Et plus ça grandit, plus vous voyez que la complexité de code grandit et c'est pas intéressant. Donc, on va essayer d'écrire un algorithme dont la complexité est inférieure à la complexité de ON. Donc, on va trouver un algorithme dont lorsque le n va évoluer dans le temps, cela coûte moins en termes d'instructions à la machine. Comment le faire? On va le voir tout à l'heure. Donc, pour ceci, nous allons utiliser un principe simple qui est le binary search. Donc, le binary search, c'est un algorithme tout simple qui nous permet de trouver des éléments facilement. Donc, comment il marche? À chaque fois, on divise le tableau en deux, n'est-ce pas, de manière équitable, et on regarde si sur le nom où on est tombé, il est équivalent au nom que nous recherchons. Sinon, on regarde s'il est inférieur ou supérieur et on s'intéresse à la partie à gauche ou à la partie à droite du tableau. Donc, ça, on prend un exemple suivant. Ici, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 éléments. Lorsqu'on divise par 2, on tombe sur 12. 8, en fait, c'est les indices. On tombe sur 12. Et 12 n'est pas équivalent à 15. 12 est inférieur à 15. Donc, la valeur que nous recherchons se trouve à droite du tableau. Donc là, on va encore diviser le reste en deux.
et on va tomber sur 45. Est-ce que 45 égale à la réponse? Non, 45 est supérieur au nombre que nous recherchons. Nous allons nous intéresser à la valeur qui se trouve à gauche du tableau. Et il ne reste qu'une seule valeur qui est 15. Donc, vous aurez remarqué que nous avons fait uniquement 3 instructions pour pouvoir trouver le résultat. Au lieu de faire 1, 2, 3, 4, 5. 5 instructions pour trouver le résultat. Alors, si on va décomposer cet algorithme pour pouvoir mesurer la complexité, qu'est-ce que ça nous donne? Donc, on aura à la première itération, nous aurons n divisé par 2, le nombre d'éléments divisé par 2. Puis à la deuxième itération, le nombre d'éléments divisé par 2 divisé par 2. Donc, ça fait n sur 2 au carré. Puis à la troisième itération, nous aurons également la même chose. Donc, par formule, on peut dire que nous avons k égale à n sur 2 puissance k. Très intéressant. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Pour mesurer la complexité de l'algorithme, on prend toujours ce qu'ils appellent en anglais le worst case. Donc, le cas le plus critique. Et le cas le plus critique, c'est quoi? Le pire scénario que nous pouvons avoir, c'est que n soit égal à n puissance. Ça veut dire que le nombre que nous cherchons se trouve au dernier endroit. C'est-à-dire carrément à la fin. N'est-ce pas? Si se trouve à la fin, c'est le pire scénario que nous pouvons avoir. Le pire scénario qui se trouve à la fin est noté par 1. Donc 1 égale à n sur 2 puissance k. Ça veut dire par exemple que si nous avons n éléments, nous devons avoir 2 puissance k division pour pouvoir trouver le nombre d'éléments. Et donc, maintenant nous allons appliquer la fonction logarithme. On applique la fonction logarithme à base de et nous aurons log à base de n égale à log à base de 2 puissance k. Donc k égale à log à base de n. Et qu'est-ce qu'on peut conclure par ça? On peut conclure que la complexité de notre algorithme, c'est le logarithme n. Très important. Pour cette section, it's easy. À chaque fois que vous voulez mesurer le pire scénario, vous verrez la complexité de votre algorithme égale à 1. Cela vous permet de trouver quel est le pire scénario que vous aurez. Alors, c'est tout pour la notation Big O. J'espère que vous avez compris clairement comment ça marche et comment on arrive à mesurer la complexité d'un algorithme et comment on peut s'y prendre pour savoir si notre algorithme est beaucoup plus optimisé qu'un algorithme. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un thumbs up et à vous abonner à la chaîne Easy to Science pour les nouvelles vidéos à venir.